Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À l'horizon, le format audio de la boussole. Merci pour votre écoute et bon épisode. C'est avec humilité et gratitude que la boussole exerce sa mission sur les territoires non cédés des peuples salish du littoral. Les territoires des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Par ces mots, nous tenons à exprimer notre profond respect pour ces peuples, leur territoire, leur culture et leurs membres. Le 5 avril 2023, la mairie de Vancouver décidait par surprise de lancer une grande opération de démantèlement des tentes dans le quartier du Downtown Eastside, et notamment le long de la rue Hastings. Une décision prise sans concertation avec les organismes locaux, et surtout sans solution de repli pour les personnes qui vivent dans la rue. Résultat, sans solution d'accompagnement vers le logement, des personnes vivent toujours dans les rues du quartier comme ailleurs, à la différence près que leur situation est encore plus instable, car on voit très souvent le dispositif se reproduire, même si c'est à plus petite échelle. Un entêtement qui, au-delà de sa légitimité, pose question. Puisqu'en l'absence de traiter les causes de l'itinérance, le résultat est voué à l'échec. Car si les personnes sont là dans un premier temps, c'est bien parce qu'elles n'ont nulle part ailleurs où aller. Pire, en monopolisant de nombreuses forces de police, ce genre d'initiative crée encore plus de tensions, voire des traumatismes, entre ces dernières et les habitants. Alors que le mois d'octobre vient de commencer, il amène avec lui la pluie, un climat plus froid, mais est aussi le moment de l'année où se tient la semaine de l'itinérance. Par ailleurs, nous venons de prendre connaissance des derniers chiffres du recensement des personnes itinérantes dans la métropole, et ceux-ci sont alarmants. Depuis 2020, le nombre a augmenté de 32%, environ un tiers donc, pour atteindre aujourd'hui près de 5000 personnes. Dans ce contexte, nous nous demandons si cette politique de décampement systématique va continuer. Cela, alors qu'elle monopolise de nombreux moyens policiers et de nombreux employés de mairie pour un résultat inexistant, si ce n'est plus de conflits avec les forces de l'ordre et plus d'instabilité pour les personnes que l'on force à bouger. Bien sûr, l'itinérance ne concerne pas que les personnes qui vivent dans la rue, nous reviendrons dessus un tout petit peu plus tard, mais cela en reste l'une des manifestations les plus visibles pour le grand public. Et nous souhaitions, dans ce contexte global, prendre un moment de réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre ville. Et bienvenue dans ce deuxième épisode du balado À l'horizon. C'est Aurélien à la boussole, et je suis très content de vous retrouver ce mois-ci. Comme évoqué dans l'édito, ce nouvel épisode va surtout parler de la thématique de l'itinérance, avec l'un de nos membres qui interviendra pour témoigner de son expérience. Nous aurons ensuite un bref aperçu de la capacité de Paul Hugo, un autre de nos membres, à jouer avec les mots, avec un extrait où il nous partage ses pensées. Puis, nous terminerons avec un retour sur les principaux événements de septembre à la boussole, et le programme des activités pour octobre. À l'horizon saison 1, épisode 2, c'est parti! Et on commence tout de suite avec le sujet de cet épisode et plus largement du mois d'octobre à la boussole, l'itinérance. À l'occasion de la semaine dédiée à ce sujet qui se déroule ce mois-ci, nous avons en effet voulu que notre format long avec l'invité du mois en parle également. Je vais donc accueillir l'un de nos membres pour en discuter. Celui-ci souhaite rester anonyme, raison pour laquelle je ne dirai pas son nom tout au long de l'entrevue. Mais avant de commencer l'échange, je vais brièvement vous parler de la notion d'itinérance et de ce qu'elle signifie. Car bien souvent, et pour de nombreuses personnes, l'itinérance c'est surtout vivre dans la rue. Pourtant, ça englobe bien d'autres formes. On pourrait la définir par exemple comme ceci. L'itinérance, c'est ne pas avoir la possibilité, la capacité, qu'elle soit immédiate ou sur du plus long terme, de se procurer un logement. Mais c'est aussi ne pas avoir de logement stable, sécuritaire, permanent, adéquat ou tout simplement décent. On parle aussi d'itinérance cachée, par exemple des personnes qui vivent dans leur voiture, des personnes victimes de violences psychologiques ou physiques au sein de leur logement, des personnes vivant dans des logements surpeuplés ou insalubres, et bien d'autres. Cela explique d'ailleurs qu'il est difficile d'établir des chiffres sur l'itinérance, car il y en a beaucoup qu'on ne voit pas et qu'on ne peut donc pas comptabiliser. C'est d'ailleurs particulièrement vrai pour certaines personnes qui subissent encore plus de persécutions, de rejet ou de marginalisation, comme les personnes qui s'identifient comme femmes, les personnes de LGBTQIA+, ou les personnes racisées par exemple. Ce n'est pas notre sujet spécifique aujourd'hui, mais il nous semblait intéressant d'en parler quand même, car c'est aussi ça la réalité de l'itinérance. Et on va donc passer à tout de suite l'entrevue avec notre invité du mois, que je ne nommerai donc pas. Merci en tout cas d'être là avec nous, d'avoir accepté de témoigner, parce que c'est un sujet qui est pas forcément facile. Donc avant de commencer, je souhaitais vraiment te remercier. Est-ce que tu veux bien nous présenter brièvement
en quoi tu as connu ou connais un certain type d'itinérance. Merci Aurélien de m'accueillir au micro de la boussole. Oui, en effet, alors moi, pour la petite histoire, je suis né au Mexique, j'ai grandi en France la plupart de ma vie, et j'ai rencontré mon ex-femme en France, on s'est mariés, j'avais une situation stable, euh, financièrement tout allait très bien, et lorsque nous avons eu notre premier enfant, eh bien, le projet était d'emménager au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, malheureusement, j'ai connu une séparation brutale, très difficile sur le plan financier ensuite. Peu d'économie en poche. Je tiens à souligner que je vivais une relation abusive depuis des années. Et eh bien, j'ai dû faire un choix. Ce choix était très très clair pour moi. Celui de rester, ouais. Soit entre retourner en France, j'imagine, ou de rester ici au Canada pour rester proche de ton enfant, c'est ça? Tout à fait, ouais. Exactement. Et donc du coup, tu as fait le choix de rester malgré toutes les difficultés que ça pouvait créer. Parce que tu oui. Pas... Et exactement. Alors je n'aurais jamais pensé atterrir là où j'allais atterrir. En fait, j'ai passé 4 mois à l'Armée du Salut avant de pouvoir trouver une situation stable. D'accord. Donc à l'Armée du Salut, tu veux dire dans un abri, un shelter, tout à fait, des dortoirs. Ouais, exactement. Centre communautaire ou voilà. Ok. Donc c'est là où on parlait justement en introduction que l'itinérance c'est pas uniquement vivre dans la rue, c'est aussi vivre dans des endroits qu'on qualifie pas de chez soi, et ça peut être donc dans des shelters, ça peut être sur des durées de 4 mois là en l'occurrence, mais ça peut paraître en effet très long. Et en effet, du coup toi tu as connu cette situation là. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté cette invitation à témoigner à notre micro? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'était assez compliqué lorsque j'ai reçu l'invitation, mais il y a eu plusieurs sentiments qui a prédominé en fait dans mon esprit, et l'un des principaux, je vais dire sentiment, était de pouvoir partager mon histoire afin de sensibiliser les personnes au sujet de l'itinérance, et aussi également afin de pouvoir si tu veux redonner un petit peu d'espoir peut-être aux personnes qui sont en situation d'itinérance comme moi, ou une autre forme d'itinérance. C'est ce qui m'a poussé à venir témoigner. Oui, parce que en effet, tu as connu cette situation d'itinérance, mais aujourd'hui tu t'en es sorti. Aujourd'hui, ça va mieux. T'as une situation beaucoup plus stable avec un logement. Peut-être qu'en effet, ça peut permettre à des personnes qui vivent des situations difficiles de se dire aussi que ça peut aller vers le mieux. Donc merci beaucoup encore une fois de venir témoigner. Donc, comme tu nous le disais, tu es resté 4 mois dans un logement temporaire à l'Armée du Salut, où donc tu étais en dortoir. C'est quoi les difficultés au quotidien pour une personne qui justement n'a pas de domicile fixe? Toi, alors que ce soit à la fois donc parler des difficultés que toi t'as ressenties, mais aussi d'autres personnes que t'as pu côtoyer dans cette situation-là pendant ces 4 mois. Je retiendrai 3 grandes difficultés. En fait, une des premières difficultés pour moi, ça a été en fait de communiquer en anglais. La barrière de la langue a été vraiment importante dans ma situation. C'est vrai que dans la vie quotidienne, on s'en rend pas forcément compte, mais les choses qui nous semblent simples et banales, dans une situation comme celle-ci, comme celle que j'ai vécue, comme d'autres personnes peuvent l'être, en itinérance, peuvent tout de suite prendre des proportions inimaginables. Pour moi, la langue a été compliquée. Je suis venu avec un bagage en main linguistique classique, et j'ai eu du mal à trouver un emploi à cause de la barrière de la langue. Et tu disais que la situation d'itinérance pouvait rajouter la complexité à des situations
qui peuvent soit être déjà difficiles avant ou qui ne le sont pas. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, je disais par rapport à l'emploi, la recherche d'emploi par exemple, ça a été compliqué. Compliqué parce que j'ai un bagage médical en fait, et j'aurais souhaité pouvoir travailler dans le service à la personne. Et en fait, les employeurs demandaient un certain niveau d'anglais pour pouvoir bien s'exprimer, ce que je peux comprendre. Ça a été compliqué parce que en fait, très vite j'ai compris que je devais rechercher une stabilité avant de pouvoir être en mesure de travailler. C'est-à-dire que les employeurs s'attendent à avoir devant soi un employé qui soit capable d'accomplir les tâches demandées dans un langage correct et, si tu veux, dans un bon état d'esprit. En situation d'itinérance, l'état d'esprit est fragile. Nous sommes vulnérables en fait. Je me sentais vulnérable et j'avais beaucoup d'insécurité et de difficultés à imaginer un futur. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la situation est tellement précaire, on sait tellement pas de quoi demain va être fait, que c'est très difficile, que ce soit dans les relations professionnelles ou même personnelles, j'imagine, de se projeter, même à court terme, sur un futur et sur ce que ça peut donner plus tard, parce qu'on ne sait même pas ce que notre situation personnelle sera dans les quelques heures, jours, semaines, mois qui viennent. Donc, exactement, les choses classiques, par exemple, qu'est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce que je vais manger ce soir, les choses qu'on ne se pose pas forcément habituellement, qui ne nous procurent pas du stress. Et en fait, si les besoins vitaux, comme se nourrir, etc., ne sont pas satisfaits, comment avoir un bon état d'esprit pour affronter le reste? Et puis, en préparant un peu cet échange, tu me parlais aussi, toujours pour revenir sur le volet recherche d'emploi, quelque chose qui paraît anecdotique quand on candidate à un emploi en situation, on va dire, pas d'itinérance, en tout cas quand on est dans une situation stable, mais qui prend un tout autre tournant quand on est dans une situation d'itinérance, c'est quand il demande de donner son adresse. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi qu'est-ce que ça change, en quoi ça a été mis? Moi, c'est vrai que c'était compliqué, dans le sens que certains me conseillaient de rester général dans mon adresse et de pas noter Salvation Army, simplement donner l'adresse. Oui, où est situé le lieu, mais exactement, mais pas dire Salvation Army or Baking House or Shelter, etc. Et c'est vrai que j'étais un peu anxieux par rapport à ça aussi, que les employeurs rejettent rejettent ma candidature en fait, parce que je n'avais pas de situation stable. En tout cas, je vivais en centre communautaire. C'est vrai que. Et en fait, ce qui sur les exemples que tu nous as donnés, donc sur l'emploi et sur les courses, ce qu'on se rend compte, c'est que à la fois des problématiques du quotidien assez simples, comme qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce que je vais faire comme course, etc., deviennent beaucoup plus difficiles, mais que aussi des choses qui sont déjà difficiles, chercher un emploi, c'est pas toujours simple, le deviennent encore plus aussi. Et donc en fait, c'est à chaque fois, c'est une autre façon de voir chaque chose qui nous arrive au quotidien, chaque défi prend une ampleur, de ce que je comprends, tu me corriges si je me trompe, prend une ampleur plus forte, différente et plus difficile du coup à gérer. En fait, c'est une couche, c'est un peu un filtre, j'ai l'impression, qu'on applique à tout ce qui t'arrive dans la journée et qui rend la chose plus difficile. Oui, carrément. Et en fait, les gens, on a toutes et tous du mal à se rendre compte de ça. Parce qu'on souvent, quand on parle d'itinérance, etc., on a tout un côté « oh, les pauvres », etc., mais on ne réalise même pas à quel point ça peut être difficile, en fait. Exactement. L'image que je pourrais partager un peu pour faire un comparatif, peut-être pour aider un peu les personnes à se rendre compte, c'est par exemple quand on a un accident en fait. Admettons, on se tord la cheville ou on a un problème, on peut l'utiliser, on peut marcher correctement, et bien ça impacte toutes les choses de la vie quotidienne en fait. On a des béquilles, on peut plus marcher, c'est compliqué de se rendre à un endroit, c'est compliqué de se faire par exemple sa toilette, admettons, c'est compliqué de faire autre chose. Voilà, et ben l'itinérance c'est la même chose en fait. Il y a l'itinérance qui arrive pour X raisons, et en fait ça impacte tout le reste.
Est-ce que là, dans ce que tu viens de dire, ce que je trouve intéressant, c'est le pour X raisons. Tout comme d'autres problématiques qu'on peut avoir et que des gens ont dans le quartier du Downton Eastside, par exemple, l'itinérance, en fait, ça peut arriver à tout le monde. En fait, alors à tout le monde, peut-être pas à tout le monde 100%, parce qu'il y a des personnes qui sont, je pense, suffisamment à l'aise financièrement pour que ça ne leur arrive jamais. Mais on peut avoir une situation stable, avoir un emploi, un logement, une famille, des amis, un entourage. Et en fait, il va y avoir parfois un élément qui va arriver et très vite, c'est l'escalade et on peut se retrouver dans une situation de grande précarité qui amène à l'itinérance. C'est ça. Je reviens un peu sur notre préparation. Tu me disais, bon, j'ai vécu donc cette situation d'itinérance. On a parlé de certaines difficultés que ça pouvait donner, enfin certaines difficultés que ça pouvait apporter, mais dans mon malheur, j'ai quand même été chanceux, tu me disais. Est-ce que tu veux un peu développer autour de ça ? Oui, effectivement, en fait, je me suis considéré chanceux dans mon malheur parce que j'avais quand même un toit au-dessus de ma tête. Il y avait des bénévoles dans ce shelter pour nous servir à manger, préparer à manger. Il y avait effectivement des contraintes liées au règlement. On vit en communauté, mais il y avait accès aussi aux machines à laver, il y avait des espaces communs, des dortoirs, un endroit où dormir, un endroit où faire ses besoins, etc. Et toutes ces choses, en fait, l'accès à Internet, oui. Ça c'est extrêmement oui, important. C'est clair. Et tu parlais de trouver un travail, ça joue vachement aussi. Le fait d'être capable de laver ses vêtements, d'avoir accès à Internet pour postuler, et donc pour bien présenter, etc. Après, tu parlais aussi des règles. C'est-à-dire que oui, tu avais un toit sur ta tête et tu avais accès à ça, mais c'était aussi conditionné et dans une certaine mesure, c'était aussi contraint. Ta vie entière, en fait, doit aussi s'organiser pour complaire à ces règles-là. Donc c'est vrai que c'est pas non plus l'idéal et que malgré le positif que ça rapporte, c'est pas pour ça que c'est facile et que du coup l'itinérance c'est les doigts dans le nez, la vie est incroyable, youpi tralala. C'est-à-dire que oui, comme tu dis, dans ton malheur t'as eu de la chance, mais cette chance, c'est pas, on n'est toujours pas sur de la stabilité, on n'est toujours pas sur de la tranquillité d'esprit, on n'est toujours pas sur un bien-être en tout cas j'imagine, enfin c'est ce que je comprends de ce que tu me racontes. Chaque jour était, je ne savais pas ce que serait le lendemain en fait. Je ne savais pas si j'allais pouvoir atteindre mes objectifs. Journée après journée était un vrai combat en fait. C'était un vrai combat. Et en fait, c'est ça qui prend beaucoup d'énergie en fait, tant physiquement que mentalement. Alors là, on a parlé de thématiques difficiles. Fort heureusement pour toi, ça va mieux aujourd'hui. Tu as désormais un logement, tu as une situation stable. Est-ce que tu veux nous parler à la fois, peut-être très brièvement, de ta situation actuelle et surtout comment tu as fait pour te sortir de cette situation de précarité, d'itinérance ? Oui, aujourd'hui j'ai un appartement et j'ai un emploi dans mon domaine. Je me prépare à passer un concours spécifique pour les infirmiers en anglais. Félicitations. Et merci. Et en fait, tu disais comment j'ai fait. Et ben en fait, je crois que je ne l'aurais pas fait sans l'aide de tous les partenaires francophones que j'ai rencontrés sur mon chemin, notamment la Boussole, le Relais francophone et d'autres institutions. Beaucoup de patience, énormément de patience, de persévérance et le soutien de personnes incroyables. Qu'est-ce que ces organismes, dont la Boussole que tu évoquais, mais pas que, t'ont apporté pour t'aider à t'en sortir ? Parce que tu parlais de persévérance et de patience. Là, on parle de ce que toi, tu as dû
montrer, éprouver, pour réussir à t'en sortir. Donc ça, c'est en effet, c'est à trouver on va dire en chacun de nous quand on est dans une situation difficile. Mais parmi en quoi tu as pu être aidé, sur quelle mesure, qu'est-ce que ça a pu changer à ta situation? Alors j'ai reçu du soutien, par ces organismes, que ce soit en termes d'écoute, en termes de recherche d'emploi, de soutien psychologique, d'invitation à participer à certaines activités pour rompre l'isolement, la solitude qu'on peut ressentir dans ces situations. Ouais, tu dirais que l'isolement, c'est quelque chose que tu subis aussi quand tu es en situation d'itinérance? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Les sentiments de solitude sont exacerbés. Je veux dire, on peut se sentir seul dans la vie quotidienne de temps en temps, de temps à autre, pour X raisons, encore une fois. Mais dans la situation d'itinérance, je pense que tous ces sentiments de solitude sont beaucoup plus forts. Je vais parler pour moi, parce que c'est vrai que les sentiments et les émotions sont vécues différemment par les personnes. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment la solitude qui m'a pesé, du fait aussi que je n'avais pas de famille au Canada, hormis mon fils. J'étais dans un processus d'immigration, en fait. Donc la ville de Vancouver, je ne connaissais pas. La langue en anglais de base, et pas de famille, pas d'amis, pas de connaissances. Les seuls repères que j'avais, c'est les centres communautaires francophones, l'aide dans ma langue que j'ai reçue. Donc effectivement, pour moi, la solitude a été difficile à gérer, mais soulagée par le soutien de tous ces institutions. Est-ce que tu as une sorte de mot de la fin, quelque chose sur lequel soit tu voudrais revenir, qu'on a pu évoquer, soit un message qu'on n'a pas forcément dit mais que tu tiens vraiment à faire passer et qu'on n'aurait pas forcément abordé là pendant notre échange? Moi, ce que je tiens vraiment à communiquer, c'est par rapport justement à l'isolement et à ces sentiments de solitude. Ça peut être des sentiments aussi liés à la culpabilité, à la honte du fait de la situation. Mais ce que je voudrais vraiment communiquer, c'est que il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Malgré tous ces sentiments, parce que j'ai été reçu de manière incroyable par toutes ces institutions qui m'ont proposé des services dont j'avais besoin. J'ai pu me ressourcer auprès de ces personnes et auprès aussi des différentes activités proposées pour créer du lien social. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, voilà, vraiment se faire aider, je pense que dans ces situations, c'est essentiel. C'est essentiel. Tout seul, c'est, je dirais pas impossible, mais ce serait extrêmement, extrêmement difficile. Je veux dire. Donc oui, c'est ce que je voudrais partager, et qu'en fait, oui, il ne faut pas hésiter à se faire aider, parce qu'on sera aidé. On sera aidé, on ne sera pas jugé. Et je pense que c'est important de le dire. C'est vrai que parfois c'est difficile d'appeler à l'aide, de dire qu'on en a besoin. Mais en tout cas, là je peux parler que pour l'organisme dans lequel j'évolue, la Boussole, mais je pense que c'est le cas de l'ensemble des organismes de bienfaisance, on va dire. Les personnes qui sont là, que ce soit en tant que bénévoles ou employés, sont dans un objectif d'aider la personne. Et clairement, comme tu le disais, il n'y a pas de jugement. Et vraiment la volonté d'aider derrière. Ça empêche qu'il y a parfois ne pas oser, ne pas vouloir demander de l'aide. Ça se comprend, ça s'explique. Mais c'est fort en tout cas d'envoyer ça, parce que c'est vrai pour le coup on l'avait pas du tout évoqué. Mais si ton message peut aider, peut-être,
des personnes, soit qui l'écoutent ou d'une manière générale, puisque j'imagine que tu tiens ce discours, on va dire, dans ton quotidien. Et nous aussi, du coup, si ça peut aider parfois des personnes à faire le pas, en effet, c'est très important. Et nous, on sera toujours là et toujours ravis de pouvoir aider les personnes qui en ont besoin et qui le demandent. Écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Le sujet est pas facile à évoquer, sans doute à écouter aussi pour les personnes nos auditeurs et nos auditrices. Et du coup, ça doit être encore moins facile d'en parler quand on l'a vécu, qu'on est aussi sur du témoignage. Donc merci énormément d'avoir pris le temps et puis tout simplement d'avoir accepté et d'avoir apporté cette sincérité. C'est vraiment très précieux, donc je tenais vraiment à te remercier une fois encore. C'est vraiment très appréciable de t'avoir avec nous. Merci. Et c'est maintenant l'heure de la carte blanche. Paul Hugo, c'est à toi. I've been so blind for many years. I'm just here to unwind myself. I'm freaking hell. Ouais, j'aurais bien beau dire des papas labra. Papa labracadabra. Fait de la magie, c'est la magie vraie. La magie à tous les jours. La magie temps. Tu crées la magie la magie rafale. Triomphale. Je suis prisonnier d'une rafale infernale. J'ai ce goût de guérir. Les forces vitales. Yeah, c'est primordial, le médicinal, Momo, HP, mon momentum, mon motivation. It's time to do some modification in my life. Mon modification avec tout ce qui est mon modification. Nouvellement l'ego de Diablo. Ouais, est-ce que nous l'avions, cette vie éternelle? Faut que l'avion que je vois dans le ciel, il passait 4-20. T'as besoin de fumer des joints qui sont loin d'être éteints. Moi, je me sens bien latin. Le divin matin et soir. J'ai besoin de rien, je le sais. Mais pourquoi? Je me sens si faible, que j'ai envie de geler. Peut-être parce que ça m'aide à rimer, à m'exprimer. Je l'ai à l'œil, le bon Dieu. C'est ça, je peux pas abandonner. Je l'ai. La clé d'or. La clé d'étoile de poussière. Poussière in the air. Ouais, le bon me geler avec THC. Et c'était un extrait, une fenêtre sur la capacité de Paul Hugo à jouer avec les mots et à trouver les rimes qu'il faut. Un très grand merci à toi de t'être prêté à l'exercice, même si tu n'es pas trop loin, ton sourire et ta bonne humeur contagieuse nous manquent. Place maintenant à notre actualité à la boussole. On va bien sûr vous parler d'octobre, mais juste avant cela, je voulais revenir sur 3 événements importants de notre mois de septembre. Je veux bien sûr parler de notre soirée de rentrée qui a lieu en début de mois et qui a été l'occasion pour nous de vous retrouver et de vous présenter nos projets en cours et à venir. Nous vous y avons notamment annoncé que notre friperie éco-solidaire, Ensemble, prenait un nouveau tournant avec les débuts de sa boutique en ligne. Je vous invite donc à y accéder sur le site d'Ensemble dont nous vous mettons l'adresse en description. Enfin, il nous tient à cœur de féliciter toute la troupe et toute l'équipe derrière notre projet de théâtre forum Spectactivisme dont les représentations ont été un grand succès. Un immense bravo à toutes et à tous. Chose promise, chose due, parlons maintenant de ce qui arrive chez nous pour le mois qui s'en vient. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir notre gestionnaire des programmes culturels et communautaires, j'ai nommé Nathalie. Salut Nat. Bonjour Aurélien. Octobre arrive et pour la boussole c'est un mois important car ce sera la semaine de l'itinérance du 10 au 13 octobre. À l'occasion, nous prévoyons un atelier de sensibilisation aux problématiques du Downtown Eastside axé sur l'itinérance le 10 octobre de 17h à 19h au 312 Main. Mais attention, ce n'est pas tout, car nous aurons aussi un atelier de peinture communautaire le 11 octobre lors de notre banque alimentaire, si le temps le permet. Et enfin, nous aurons aussi une projection de court-métrage le 13 octobre de 18h à 19h30, toujours au 312 Main. Oui, l'itinérance, c'est vraiment la thématique principale de ce mois-ci, avec, on l'espère, l'occasion de vous apporter une meilleure compréhension sur le sujet, et grâce à ça, de casser quelques préjugés qu'on peut avoir. Mis à part cela, quoi d'autre à l'ordre du jour pour octobre ? Alors ce mois-ci, nous aurons des ateliers autour de notre friperie éco-solidaire Ensemble. Vous pourrez profiter d'un atelier de supra-recyclage le 3 octobre, un atelier de couture le 17 octobre,
et également un atelier de confection de cosmétiques et de produits ménagers le 24 octobre. Ils auront tous lieu de 17h à 19h au 312 Main, et la cerise sur le gâteau pour ensemble, c'est notre toute première vente privée prévue le 26 octobre. Et oui, nos membres auront accès à nos locaux pour cet événement exclusif. Si vous souhaitez pouvoir avoir accès à cette vente privée et que vous n'êtes pas déjà membre, il est encore temps de le devenir. Pour cela, rien de plus facile, il suffit de vous rendre sur notre site, de remplir un formulaire en ligne et de payer les frais annuels de 2$, ce qui, on vous le rappelle, vous donne ensuite l'accès à toutes nos activités gratuitement pour l'année fiscale et vous inscrit à notre infolettre pour être informé de nos actualités. En plus de nous soutenir financièrement. Tout à fait. Et enfin, nous aurons nos activités récurrentes avec notre cours d'anglais tous les vendredis de 14h à 15h, et notre rendez-vous mensuel, le fameux club de marche, le 27 octobre, probablement le dernier de l'année en raison du temps, on va voir, de 15h à 16h30. Nos activités sont gratuites pour les membres de la Boussole, donc n'hésitez pas à rejoindre notre organisme. Eh bien, un grand merci pour ce tour d'horizon. Eh bien, de rien. J'espère que cela vous donne une meilleure idée de ce qu'on peut proposer à la Boussole, et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous vous mettons le lien vers notre plateforme Eventbrite dans la description. Vous pouvez tout simplement nous écrire ou nous appeler pour vous enregistrer ou vous inscrire sur les activités. Bonne journée Nathalie. Bonne journée, merci. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Continuez à nous faire vos retours sur le format, sur ce que vous aimez, sur ce que vous appréciez moins, ce que vous aimeriez y voir, etc. Ça nous intéresse, alors n'hésitez pas. On se retrouve en novembre. D'ici là, prenez soin de vous.